Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Lubumbashi, diamant à multiples facettes. En 2010, la ville de Lubumbashi a 100 ans d'existence. Si la célébration d'anniversaire a toujours quelque chose d'un peu artificiel, prendre la mesure d'un siècle semble pourtant dans ce cas une nécessité. L'histoire donne ici le sentiment d'un fleuve très peu tranquille, débordant de ses rives ou souffrant des décrues, agité de courants contradictoires, apportant tour à tour bienfaits ou malheurs, et néanmoins donnant à voir des continuités sur le long terme. Chef-lieu de la province du Katanga, Lubumbashi est la deuxième ville de la République démocratique du Congo. Elle est située à l'extrême sud-est du pays, dans une position de marche avancée des pays francophones, en contact direct, via la Zambie, avec l'Afrique australe. Fondée en 1910 par la Belgique, sous l'impulsion de l'exploitation minière, Elisabethville, c'est son premier nom, connaît un développement rapide avec le chemin de fer, l'industrie, le commerce, l'enseignement, primaire, secondaire et universitaire, et une démographie galopante. Aujourd'hui la ville compte 1 300 000 habitants sur 74 700 km². La ville s'est donc accrue à un rythme accéléré et doit son essor économique surtout au cuivre exploité par l'Union minière du Haut-Katanga, devenue Gécamine sous Mobutu. Malgré la basse conjoncture des années 1994 à 2000, provoquée par les événements politiques, le rôle de la ville reste important dans l'économie du pays. Par ailleurs, Lubumbashi a souvent été aux avant-postes de l'histoire intellectuelle et culturelle du Congo, en matière par exemple de presse, de théâtre, d'art plastique, de réflexion en sciences sociales, etc. Actuellement, Lubumbashi vit au rythme de la ruée des exploitants miniers bénéficiaires des concessions dans l'espace Gécamine. Et l'économie de la ville jouit d'une relance manifeste, liée aux initiatives de l'équipe dirigeante provinciale issue des élections. Les 100 ans de Lubumbashi constituent donc une unité historique porteuse de plusieurs contenus relatifs aux différents visages de sa vie globale, le politique, l'économique, le social, le culturel. Aussi, à l'occasion de ce centenaire, la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de l'Université de Lubumbashi, avec la collaboration du Centre de Recherche Écriture de l'Université Paul Verlaine Metz, France, a-t-elle organisé un colloque international sur Lubumbashi 100 ans d'histoire. Littérature, cultures urbaines, débats intellectuels. Ce colloque a eu ainsi l'ambition de couvrir tous les secteurs de la vie de cette ville au cours de ces 100 ans. Il s'est proposé de répondre à la question du contenu de 100 ans de la ville, un siècle d'histoire de cultures urbaines. Autrement dit, ce colloque a permis la relecture de tout le patrimoine de la ville au cours de son siècle, en envisageant des axes tels que représentation littéraire, cultures urbaines, débat intellectuel. 3 axes, 3 parties de cette relecture qu'est Lubumbashi 100 ans d'histoire. Littérature, cultures urbaines, débats intellectuels. La première partie, représentation littéraire, se penche ainsi sur la vocation de Lubumbashi, entité réelle, d'être pensée, représentée par sa littérature, d'autant plus que le fondement des arts tient à leur capacité de représenter le réel, que la faculté de représentation est inhérente à la nature humaine et qu'elle est un moyen de communiquer les connaissances. La représentation littéraire aborde donc la question. Comment Lubumbashi se reconnaît-elle ou s'identifie-t-elle à ce qui lui est représenté ? Dans Les jeunes écrivains de Lubumbashi et leur ville, Dominique Ranévozon reformule mieux cette question. Les textes publiés et inédits témoignent-ils d'une réelle cohérence quant à leur lien avec ce lieu ? Celui-ci a-t-il une chance de devenir un mythe littéraire ? Cette étude montre alors que, entre le texte et la ville, c'est affaire de regard, de sélection mais aussi de fantasme, de projection. Rome, Carthage, Vienne, New York et bien sûr Venise et Paris ont ainsi inspiré des textes qui modèlent les représentations dans l'imaginaire des lecteurs. La représentation littéraire de Lubumbashi commence alors son odyssée par La condition cuivreuse. Voyage de Yville à Lubumbashi postcolonial, de Nicolas Martin Granel. L'auteur y retrace un voyage littéraire, de la littérature coloniale aux écrits des contemporains lusois. Véritable album de la condition cuivreuse car en effet, comment vivre dans la ville du cuivre ? Elisabethville Lubumbashi est-elle, paradis cosmopolite ou mythe aveuglant ? Comment sortir de l'auberge ? Le voyage apparaît finalement comme une véritable fresque centenaire.
L'odyssée de la représentation de Lubumbashi se poursuit et se révèle davantage comme un ensemble mouvant, une dynamique de créativité culturelle qui, finalement, fait de cette ville un champ culturel urbain. Lubumbashi a ainsi donné naissance à des cultures urbaines porteuses des richesses spécifiques, ses marques identitaires. C'est ce que Maurice Amuri Mpala Lutebel fait voir dans Littérature et représentation de Lubumbashi. Pour un champ littéraire urbain. Raphaël Thierry approfondit une des dimensions de cette interaction des activités culturelles de Lubumbashi. Une histoire de l'édition à Lubumbashi à travers le XXe siècle retrace effectivement la vie du livre au cours du siècle de cette ville, l'édition d'ouvrages et de revues, l'existence des structures ayant favorisé l'émergence d'un système littéraire, ses lieux d'origine, les personnes ayant œuvré à l'implantation de l'édition à Lubumbashi. Tout cela révèle non seulement l'importance des efforts fournis dans ce sens, mais aussi et surtout la précarité de la réalité de l'édition à Lubumbashi, au Congo et même en Afrique. La représentation littéraire de Lubumbashi, c'est aussi par la littérature théâtrale. Parlant de genèse, histoire et analyse du théâtre didactique à Lubumbashi et dans la Copperbelt katangaise, Myline Lelay montre en effet que la plupart des pièces de théâtre, en français comme en swahili, partagent les mêmes thèmes de prédilection, développement et reconstruction. Un théâtre à forte dimension éducative et morale, donc didactique. Les réalités socio-culturelles de Lubumbashi sont ainsi représentées en vue d'assainir les mœurs politiques, sociales, économiques, etc., et même pour dénoncer certaines tares du monde colonial dont les répercussions négatives sont visibles jusqu'à ce jour. Dans Piège ou Mésaventures, Ordre des connaissances et des croyances en rivalité, écho dans deux œuvres de V.Y. Mudimbe, Kasongo Monsieur Kapanga analyse dans ce sens la représentation des disparités ayant marqué la formation intellectuelle de l'Africain colonisé à travers l'œuvre romanesque de Mudimbe. En effet, dit l'auteur, le drame de l'endu dans Entre les eaux et l'impasse dans laquelle évolue Nara dans l'écart reflète les séquelles de ce point initial manqué. Le pouvoir d'illusion des arts agit également en musique. Par la double fonction esthétique et référentielle, la musique transmet des émotions qui rendent compte divers aspects de la vie. Tradition et modernisme dans Pension et Kuolewa de Jean Bosco Mwenda, de Drochela Mwisharwanika, révèlent qu'au-delà du plaisir d'écoute qu'elle procure, la musique, notamment celle de Jean Bosco Mwenda, peut remplir une fonction didactique. Mwenda apparaît alors, à travers son œuvre musicale à Lubumbashi, comme chantre des traditions congolaises, artiste moderne et chantre de l'espoir féminin. En peignant le vraisemblable, le possible, la littérature accède à des vérités plus générales que l'historique, le vrai effectif mais contingent limité à une situation donnée. De là, selon Aristote, la supériorité de la poésie ou fiction sur l'histoire. La première partie de ce livre porte donc sur cette supériorité, à propos des représentations de Lubumbashi. La deuxième partie, Cultures urbaines, nous ramène à la réalité vraie de 100 ans de cette ville. Créée en 1910, sous l'impulsion du pouvoir économique incarné par l'Union minière du Haut-Katanga, UMHK, Élisabethville prend naissance dans un environnement socio-économique sous-tendu par un contact intense des cultures, donc dans un espace social ainsi fait d'inégalités. L'atmosphère qui y règne est celle du Far West. Le rail apporte une foule d'aventuriers venus de Rhodésie et d'Afrique du Sud. Australiens, Grecs, Italiens, Portugais, Asiatiques, Anglais et Sud-Africains arrivent. La population s'agrandit, sans parler des autochtones. Lubumbashi va ainsi émerger, s'affermir et atteindre sa maturité grâce à l'action plurielle des femmes et des hommes des origines culturelles diverses. L'action plurielle va alors produire des cultures urbaines spécifiques et ainsi marquer l'identité de la ville. En effet, Lubumbashi va être le produit non pas d'une culture mais de plusieurs cultures, multiples facettes d'un même diamant. Pierre Clément parle, dans ce contexte, d'une culture urbaine relative à la gestion administrative d'une ville hétérogène. En effet, une expérience ambiguë d'autogestion, le centre extra-coutumier d'Élisabethville 1932 à 1957, s'offre comme une solution à la gestion de la cité indigène, habitée exclusivement par des Africains dans une ville répartie également en ville européenne, centre politique, commercial et résidentiel réservé aux Blancs, camp des travailleurs, conditions de vie précaires, et en quartiers ruraux, éloignés du centre. Devant la difficulté de gérer administrativement la cité indigène,
Cette dernière sera dotée en 1932 d'un statut spécifique, celui d'un soi-disant centre extra-coutumier, une expérience singulière. Sur le plan économique, Mulowai Kachimbika John aborde une autre culture urbaine, 100 ans de dépendance vivrière de la ville de Lubumbashi, 1910 à 2010. Privilégiant les activités minières au détriment des activités agricoles, Elisabethville Lubumbashi va se ravitailler, en produits vivriers, en grande partie de l'étranger. Cette situation va perdurer tout le long de son siècle de vie. Aujourd'hui, en 2010, dit l'auteur, Lubumbashi est presque à 90% approvisionné en produits vivriers par l'extérieur du pays. Une culture urbaine qui interpelle. Fille de l'industrie minière, Elisabethville est essentiellement déterminée par l'économie formelle. Mais des crises à répétition, des années 30, période postcoloniale, apportent une nouvelle structure économique, celle de petits métiers, soit l'économie informelle. C'est cette culture urbaine qu'Alexandre Nawai-Kataj analyse dans L'économie informelle et la valorisation du métier de couturier à Lubumbashi, 1930 à 2010. Ce métier, en effet, selon l'auteur, offre un emploi direct et facile, favorise la créativité, la gestion de proximité. Elle est d'une rentabilité immédiate, elle peut se développer en atelier de couture, elle contribue au budget familial et pourquoi pas du trésor public par des taxes légales. De l'économique au social, des cultures urbaines se créent. C'est le cas de la structure de la famille ouvrière de Lubumbashi, 1910 à 2010. Dans cette étude, Donatien Diboué-Diamwembu découvre que l'évolution de la structure de la famille ouvrière de Lubumbashi connaît deux grandes périodes. De 1910 à 1990 où le passage du système du travail migrant à la politique de la stabilisation de la population africaine contribue fortement à la formation et l'épanouissement de la famille ouvrière urbaine. Par contre, la période de 1990 à 2010, marquée par une transition politique conflictuelle, violence politique, économique, sociale, culturelle, et entraînant ainsi le déclin des entreprises, notamment de la Gécamine, conduit à la décomposition de cette famille ouvrière. La corrélation étroite entre l'économique et le démographique montre donc que l'évolution de la structure de la famille ouvrière a été fonction de l'évolution économique du pays. Jeffrey Hoover découvre une autre culture urbaine dans la construction de la Wallace Memorial Church, 1922 à 1932. Cette église méthodiste à Lubumbashi apparaît, parmi les bâtiments de culte les plus importants et parmi les bijoux d'architecture coloniale. Un ouvrage qui donne à lire la mémoire architecturale coloniale, la mémoire du méthodisme, à Lubumbashi. L'organisation des cités en Afrique centrale au sein des États, tels que les royaumes et les empires, essentiellement au XIXe siècle, ne va pas manquer d'intéresser, d'une manière ou d'une autre, l'épanouissement culturel de la ville de Lubumbashi, au Katanga, surtout à propos du rapport ville versus campagne. Le cas de l'empire Lunda des Entiaves est restitué scientifiquement par Medar Kayamba Badi, dans Cité précoloniale dans les États du Katanga cuprifère, XIXe siècle. Ville cosmopolite, interculturelle, Elisabethville apparaît effectivement comme un diamant à multiples facettes, mais elle met en avant l'une ou l'autre facette, la faisant scintiller en fonction de la situation. Il s'agit là des cultures urbaines marquées de manière particulière par telle ou telle communauté. Michel Luamba Bilonda souligne la contribution de la communauté juive à l'édification de la ville de Lubumbashi, de 1910 à nos jours. Présente dans la ville depuis 1010, cette communauté devient fer de lance de l'édification de la ville, notamment par la promotion des activités commerciales. Tout ce que vous voyez de grand dans cette ville, c'est notre œuvre à nous les Juifs, déclare M. Ezra Franco à l'auteur. Boniface Kizobo Obuengokwes, quant à lui, parle de la communauté hellénique et son apport au développement de la ville de Lubumbashi, de 1880 à nos jours. Cet apport se matérialise surtout par l'euphorie de bâtir de cette communauté. Infrastructures hôtelières et commerciales, la participation aux activités philanthropiques, sportives et culturelles. Leur dynamisme au niveau des affaires a transformé la physionomie de la ville. L'épanouissement de la ville de Lubumbashi s'est également réalisé au niveau de la formation de son élite intellectuelle, au niveau des débats suscités par la dynamique de ses institutions culturelles, par ses différentes marques identitaires, etc.
La troisième partie, débats intellectuels, rend compte des œuvres de l'esprit qu'inspire ou qu'initie la ville de Lubumbashi et qui l'ouvre vers le monde, qui en font une véritable ville culturelle. Aussi pour la sémiologie de l'espace, Lubumbashi s'offre-t-elle comme un discours, un langage, un objet d'étude. Parlant de fissures dans le cordon sanitaire. Architecture hospitalière et ségrégation urbaine à Lubumbashi, 1920 à 1960. Johan Lagae, Sophie Bonnen et Martin Lee Fogg se servent de Lubumbashi pour lire les villes coloniales comme des environnements urbains ségrégés en fonction de critères raciaux, en ce qui concerne leur organisation spatiale, la ville européenne versus la cité indigène. Pour le cas d'espèce, les infrastructures médicales de Lubumbashi constituent le corpus d'études. Un autre débat qu'inspire la ville de Lubumbashi est celui de la dynamique des langues dans un contexte multilingue, où cohabitent une multitude de langues locales. Richard Mukendi Nkashama et Nestor Dyansonza Mwana Bifwelele lancent cette question dans Lubumbashi, 100 ans d'existence, 100 ans d'efforts pour l'intégration linguistique. Se servant de la communication publicitaire, ils cherchent à découvrir la langue la plus utilisée par cette communication pour s'attirer le plus de clients, donc celle que ces derniers parlent et aiment entendre. On perçoit à travers elle l'effort d'intégration linguistique de la population Le Choice. Sur un autre registre, celui de lier l'histoire des formes de philosophie et de savoir issus d'Afrique, à l'histoire de la ville de Lubumbashi, Emmanuel Banyuisais, dans Placid Temples et le destin de la pensée africaine contemporaine, précise l'objectif de son étude, suivre la naissance d'une pensée philosophique à Élisabethville, mettre en exergue l'une des pièces du débat intellectuel contemporain dont cette ville aura été épicentre, la philosophie bantoue, publiée à Lubumbashi en 1945, prend bel et bien place dans un débat d'idées ethnologiques, anthropologiques à l'époque contemporaine. Dans le même ordre d'idées, Abbé Louis Mpala Mbabula rend compte de l'activité philosophique à l'université de Lubumbashi, de 1990 à 2010. État des lieux. L'auteur soutient que de nombreuses activités et publications scientifiques, en philosophie, réalisées dans cette université, à la suite de la philosophie bantoue de Placid Temples, prouvent que Lubumbashi est le point de départ de la philosophie africaine contemporaine. La période zaïroise, notamment le Choice vers les années 70, avant les périodes françaises et américaines de V.Y. Mudimbe, est celle où ce dernier a publié, entre autres, 3 importantes œuvres de l'esprit. Autour de la nation, l'autre face du royaume et l'odeur du père. Ces ouvrages élaborent tous, dans des degrés divers, une réflexion sur le devenir communautaire du Zaïre. Dans V.Y. Mudimbe in partibus, Pierre-Philippe Fréture met en parallèle autour de la nation de V.Y. Mudimbe et discours sur l'authenticité de Kutumbagana Kangafu. Les 2 essais occupent un terrain commun et sont mus par une volonté analogue d'éduquer le public congolais et d'explorer les liens entre la révolution nationaliste telle que la concevaient les cadres du MPR et un recours à certaines traditions bantoues. Lubumbashi aura contribué à l'épanouissement intellectuel de V.Y. Mudimbe à cette période. En dernière analyse, Lubumbashi 100 ans d'histoire. Littérature, cultures urbaines, débats intellectuels se veut une relecture d'un siècle de l'interculturel, de Lubumbashi qui 100 ans durant, a su mettre à profit la diversité culturelle croissante de ses habitants, la dynamique inhérente à chaque culture, et créer des synergies pour inventer de nouvelles façons de vivre ensemble et d'organiser la communauté. D'où la construction de son identité et son intégration au monde par ses représentations, ses cultures urbaines et ses débats intellectuels à la fois spécifiques et ouverts. Maurice Amuri Mpala Lutebel. Université de Lubumbashi. Première partie, représentation littéraire. Les jeunes écrivains de Lubumbashi et leur ville. Dominique Ranévozon. Université de Lorraine. Les liens entre la réalité et la littérature sont vécus et représentés de manière très différente selon les lieux et les temps. Entre le texte et la ville, c'est-à-dire entre des mots agencés par un auteur sensible et un cadre urbain abritant une communauté sans cesse en mouvement, c'est affaire de regard, de sélection mais aussi de fantasme, de projection avant de devenir une création littéraire soumise à des lectures qui déclencheront d'autres représentations imaginaires assez prégnantes pour infléchir la perception de la ville réelle. Rome, Carthage,
Vienne, New York et bien sûr Venise et Paris ont ainsi inspiré des textes qui modèlent les représentations dans l'imaginaire des lecteurs. Gaston Bachelard dit « La valeur d'une image se mesure à l'étendue de son auréole imaginaire. Grâce à l'imaginaire, l'imagination est essentiellement ouverte, évasive. » Lubumbashi peut-elle commencer à s'inscrire dans cette succession prestigieuse? Comment est-elle vue, ressentie, représentée par les auteurs congolais contemporains? Les textes récents, publiés ou inédits, témoignent-ils d'une réelle cohérence quant à leur lien avec ce lieu? Celui-ci a-t-il une chance de devenir un mythe littéraire? Mes séjours réguliers à Lubumbashi depuis 2005 m'ont permis d'entrer en relation avec les étudiants du département de lettres françaises, puis, grâce à la Halle de l'Étoile, avec des praticiens de l'écriture ayant déjà publié ou pas encore. Nombre d'entre eux m'ayant témoigné leur confiance en me faisant lire leurs manuscrits, le projet de l'édition en volume d'une série de textes divers est né. Chronique du Katanga a été présenté à Likasi et Lubumbashi en décembre 2007, d'autres textes sont en attente d'éditeurs ou en chantier. Ce sont ces 14 textes publiés et ces inédits qui seront au départ de notre réflexion sur l'écriture contemporaine de Lubumbashi. Ils relèvent des divers genres. La nouvelle pour ceux contenus dans les chroniques, la poésie, le roman, le théâtre. Nous nous pencherons sur les textes en prose, nouvelles et romans, la poésie demeurant lyrique et personnelle, le théâtre ne prenant guère en considération les lieux. Nous proposerons une brève étude des représentations de la ville de Lubumbashi, étude thématique et imagologique avant d'emprunter les concepts et les méthodes de la géocritique pour interroger la dynamique entre la ville et ses écrivains. Les représentations de la ville de Lubumbashi. La ville comme lieu de modernité contre le village. Le village est lieu d'enracinement, de filiation, d'ordre. Il est aussi le cadre de toute littérature qui se réclame de l'authenticité, qui cherche à exalter une identité préservée des bouleversements de la modernité représentée par la ville. 2 textes des chroniques relèvent de ce registre, L'éclat de la sagesse de Sumba Mali, où le personnage est un vieillard qui se rend dans son champ et y improvise un chant par lequel il transmet son témoignage sur la vie. La jeune fille en fuite de Rien qu'une fois, de Junior Mbuya Tomo, se retrouve la nuit dans le centre de la ville et la compare avec son village. La vie nocturne commençait et avec elle la fébrilité qui contrastait avec le village où la torpeur et l'obscurité accompagnaient la nuit. 75. L'espace urbain va ainsi développer l'envers du lieu repère de l'origine, sans qu'il soit nécessaire de l'identifier avec exactitude. Un espace peu localisé. Aucun texte ne donne de description précise de Lubumbashi. Celle-ci n'est nommée que par Patrick Kiloumé. Il est 20h30 à Lubumbashi, ouvre drôle de vertu. Les autres textes mentionnent la ville, la bourgade, la ville-pays, les multiples villes dans la même ville. La ville coloniale, très rangée, la ville de l'indépendance urbanisée, la ville de la dictature personnalisée, la ville de la démocratie, véritable forêt de maisons disproportionnées construites pêle-mêle sans route ni canalisation d'eau, cousine germaine des bidonvilles indiens. L'image de la tolérance. Les 4 villes se tiennent bras dessus, bras dessous et discutent gentiment, l'une glissant à l'oreille de l'autre ses convictions les plus intimes. Sans nom, la ville de ces textes contient divers lieux qui servent d'indices pour qui la connaît. La basilique, le grand marché de la Kenya, le zoo, la Gécamine, une succession d'avenues avec leurs noms, le bloc administratif, surnommé monstre de granit et de fer, le parc-hôtel, les boîtes de nuit. 2 auteurs poussent plus loin la fictionnalisation en nommant la ville Nedououville, pour Franck Nedou, en plaçant la grande cité sur une autre planète que la Terre dans le récit de science-fiction d'Albert Capepa. Seul Nasser Mwanza Mujila évoque le passé de la ville. Requiem habitaient les vampires. Un quartier mi-bourgeois sur le chemin de la gare, les vampires quoique criblés de balles, vestiges des différentes guerres de libération, reflétaient l'époque coloniale. Le personnage évoque alors les débuts de Lubumbashi. La légende raconte qu'ils, les premiers Européens, installèrent sans plus tarder une fonderie pour extraire des lingots de cuivre. Et c'est non loin de cette petite entreprise qu'ils choisirent l'emplacement de la nouvelle ville. Le personnel de la fonderie logeait dans les environs. Au commencement la pierre, les chemins de fer et les chemins de fer. Vers les années 1910 à 1920, la ségrégation entre la partie européenne et les populations africaines prit forme dans les plans d'urbanisme.
Les nouveaux qui portaient en bandoulière universités, écoles, hôpitaux et églises se gardèrent de rester en ville. Les personnages surgis de cette nuit citadine, divers dans leurs conditions et leur âge, circulent dans cet espace plus qu'ils ne l'habitent. Comme Baudelaire, ils y sont étrangers, de passage, expulsés des milieux stables où l'individu a sa place marquée, la famille, le village, l'industrie. Un espace hanté plus qu'habité. Pierre Popovitch, en étudiant la représentation de la ville en littérature, repère que la ville, à la suite de Baudelaire, est le lieu de la déambulation, des marges. Le Paris de Baudelaire est allégorie de la vie du poète ballotté par la foule, et qui prend conscience de son étrangeté. Cette ville qui est en train d'émerger des ruines, neuve et moderne, s'échappant du temps linéaire, est allégorie d'une écriture qui veut se dépouiller des modèles figés traditionnels. La ville est alors le matériau de construction de la poésie, attestant d'une dissonance entre l'homme et le monde qu'il se construit. 115. Dans ce flot sans origine, ou qui les mêle toutes, les personnages détachés de leurs amarres se rencontrent dans ce qui semble le hasard et qui vire au cauchemar. L'enfant abandonné qui se bat et vole avec sa bande pour survivre, la prostituée régulière ou occasionnelle, les clients des bars, les squatteurs dans les administrations, les jeunes gens à la dérive et leurs cavalcades nocturnes, les racketteurs, les hommes rentrant de L'. Étrangers, les policiers en goguette, les mineurs, les étudiants, les mendiants, tous forment un paysage lusois souterrain et nocturne, mouvant, inquiétant voire dangereux. Alors que l'urbanisme emploie le terme de maillage de la ville, et que Popovitch parle de paysage mental du texte urbain, page 117, le Lubumbashi des jeunes auteurs est constitué de fragments où se mêlent les références, noms de rues et d'institutions, et les emblèmes de la misère, de la déchéance, parcs abandonnés, usines fermées, bars où les gens perdent leur dignité. Ce paysage mental paraît avoir perdu son organisation interne et donc son sens. La ville au monde, des jeunes et leurs lieux. L'écrivain face à la ville. L'imagologie telle que décrite par Daniel-Henri Pajot ou Jean-Marc Mourat nous encourage à décaler notre analyse de l'espace regardé au sujet regardant. Il ne s'agit pas de chercher si la ville de ces textes est conforme à la réalité le choice, encore moins de juger les écrivains fidèles ou traîtres à la ville réelle, mais bien de comprendre leur posture et le sens de leurs textes. Cette ville en morceaux, cet espace éclaté et nocturne est-il la projection d'une identité perdue, d'un lieu d'origine célébré, d'une revendication politique, d'une nostalgie existentielle? Alors que l'imagologie insiste sur la distance culturelle entre l'écrivain, le regardant, et l'objet regardé, l'étranger, nous sommes en présence ici d'écrivains connaissant Lubumbashi, y vivant pour la plupart d'entre eux. Mais prisonniers d'une histoire immédiate et d'une vie sociale dans laquelle ils sont partie prenante, ils ne prennent en considération ni le temps long, tous les textes sont dans le présent, ni les éléments qui, pour le lecteur francophone étranger à cette culture, pourraient constituer des effets d'étrangeté. La ville reste à l'état de bribe aussi parce que le destinataire du texte est censé connaître et comprendre les allusions. Kyungu Wakamanza, alors gouverneur, pour des raisons qui lui sont propres, a aussi débaptisé certains endroits et avenues. Les complexités sous-jacentes à la ville représentée ne font qu'affleurer, signe des limites réelles ou intériorisées de la liberté de l'écriture. La construction littéraire relève alors du jeu nécessitant la connivence du lecteur local, ou à l'inverse, d'une ville métaphore de toutes les villes africaines, voire du pays ou du continent. L'étrangeté ne porte donc pas sur l'état ou la population de la ville, mais sur les itinéraires incohérents menés par les personnages qui la traversent. Daniel-Henri Pajot cherche dans quelle mesure la représentation de l'étranger est tributaire d'une certaine option idéologique, ou comment repérer les indices textuels de la position des auteurs dans leur société. L'absence de références historiques autres que le passé politique immédiat comme d'événements pouvant être des références prestigieuses dans cette ville, laisse à penser que les écrivains préfèrent se soustraire aux étapes qui ont forgé la ville, en ne se référant aucunement à des lieux ou des époques qui placeraient celui-ci dans une dynamique. Loin de s'ancrer dans un territoire célébré, il fluidifie les contours d'une réalité appréhendée sans recul qu'il est vain d'interroger, d'analyser car tout sens s'échappe. Fiston Mwanza Mujila, dont le texte a bénéficié de plusieurs lectures scéniques à Limoges et en Autriche, glisse un écrivain parmi la faune nocturne. Le narrateur le décrit ainsi. Il lui arrivait souvent de passer sous silence la réalité. La littérature, son refuge,
Il suffisait de prendre sa plume pour disparaître dans l'embrasure des phrases et des imaginaires sans tenant ni aboutissant. Le désengagement, poursuit-il dans son fort intérieur. Le mythe impossible. Plus que d'une écriture du territoire, voire du terroir, plus que la construction d'un lieu fût-il romanesque, il semble que nous soyons ici face à la représentation d'une errance péoristique et non urbaine. Sans prestige, sans mémoire de figure l'ayant habité au sens fort du terme, il devient difficile de construire ou d'entretenir un mythe. Quand le passé affleure, c'est pour mettre en évidence le déclin récent. Le personnage du revenant rentre après plusieurs années d'absence. Il revoit le jardin zoologique, la grande cheminée de général des carrières et mines qui libérait avec fierté et arrogance le souffle bleuâtre de son poumon, rappelant la montée historique de la firme et l'offrande d'Abel rendant gloire à son créateur. L'effacement du passé et l'absence de figure tutélaire empêchent de créer ou de transmettre un imaginaire des lieux, qu'il soit colonial, nationaliste, ethnique ou pluriethnique. Ce Lubumbashi des textes contemporains peut être compris comme le signe d'une écriture venant d'une génération qui n'a pas eu accès ou a rompu avec les héritages qui se résument à la partition de la ville et aux diverses guerres. Par les pans de décor que constitue la ville dans ces textes, les jeunes auteurs disent le déclin et l'incohérence de la société congolaise, la désintégration des réseaux hors celui du langage. Mais, en faisant sans cesse référence à la situation socio-économique du pays, ils reterritorialisent la fiction. Des jeunes et des modèles, ou la complexe intertextualité. Un espace en tension. La géocritique appréhende la ville comme un archipel, soit un espace éclaté soumis à des courants et qui peut être arpenté selon le modèle ouvert cher à Édouard Glissant. Elle accorde toute son attention à la construction de mots, qui recrée le lieu nommé à travers une narratologie sujette à interprétation. Bertrand Westphal souligne, par la géocritique, on prétendra scruter sans l'entraver, la foncière mobilité des espaces humains et des identités culturelles qu'ils véhiculent. L'espace perd son ancrage mais il est sensoriel selon les nuances de chacun et de chaque communauté, ce qui aboutit à une cartographie sensorielle. Or, les textes congolais semblent accorder une importance inégale aux sens, éléments essentiels de l'exotisme. Les marchés n'ont ni odeur ni bruit ni couleur, la musique qui déborde des boîtes de nuit met les tympans à rude épreuve, 165, les bâtiments n', ont ni forme ni vie. Les personnages, pris au singulier mais sans portrait sont agresseurs ou agressés dans une constante tension même quand celle-ci reste feutrée. Accidents, raquettes, disputes, exploitation des uns par les autres, mise à mort, manœuvres diverses jalonnent des trajectoires urbaines violentes et fulgurantes. Ils sont dominés plus par les divers vices et la quête de ressources que par la vie intellectuelle, artistique ou sociale. Pour l'exprimer, les textes semblent préférer la rapidité, le choc des ellipses aux longues descriptions de lieux ou de caractères. La ville, à l'image de la société, contient, sans ordre, ce discontinuum que les auteurs se refusent à ordonner. Quelle ville imaginaire! L'analyse de la même ville dans ces divers textes aboutit à établir la silhouette d'une ville imaginaire partagée par les uns et les autres. Divisée en quartiers depuis son origine, elle est traversée fugitivement par les figures des chefs politiques nationaux et locaux, Mobutu, Kabila et Kyungu Wakamwanza cités dans un seul texte via le nom des rues, qui n'ont laissé que des traces de violence. Elle abrite toutes les formes de dépossession de soi, de lutte pour le pouvoir, l'argent, la survie au détriment des liens sociaux. Aucune figure intellectuelle ou artistique n'est évoquée, comme si l'écriture du présent était aussi une écriture neuve et libre. Or, si les images ne sont pas assez prestigieuses pour qu'il y ait mythe littéraire, l'imaginaire des auteurs est bien à l'origine de ces constructions. Jean Roudot, auteur d'une analyse sur les villes imaginaires dans la littérature française, 1980, souligne que dès qu'il y a écriture, il y a ébauche de ville imaginaire. Il est prématuré de subodorer l'influence de ces textes dans la future lecture de Lubumbashi que feront leurs lecteurs dans cette relation dynamique entre l'espace référent et le texte, le second pouvant rendre le premier surconnoté. Nous pouvons relever dès à présent que les textes précédents, qu'ils soient congolais, belges ou autres, ne semblent pas peser sur les imaginaires des jeunes auteurs. Coupure volontaire par désir d'autonomie ou simple méconnaissance? Rupture de transmission ou positionnement différent dans un champ littéraire qui ne semble plus fonctionner? L'édition des Chroniques du Katanga en France et leur diffusion en rez-de-chaussée,
amorce, nous ne pouvons que l'espérer, un réseau intertextuel qui nourrira l'imaginaire de cet espace et lui redonnera l'épaisseur qui a perdu. Après un siècle d'existence, la ville de Lubumbashi a abrité des générations diverses d'auteurs, d'enseignants, de voyageurs. Elle a suscité des textes de genres et de styles différents qui n'ont pas suffisamment circulé pour créer une stratification mémorielle, un imaginaire qui imprégnerait le nouveau venu comme l'habitant, le lecteur comme le jeune écrivain. Lubumbashi, terre d'écrivains encore aujourd'hui, certes, comme en témoignent ces textes. Mais sans doute faudrait-il instaurer de manière volontariste de nouvelles conditions d'émergence afin que, de texte en texte selon le modèle de l'archipel, au gré de chacun naisse le Lubumbashi littéraire de demain. La condition cuivreuse, voyage de Éville colonial à Lubumbashi postcolonial. Nicolas Martin Granel. ITEMCNRSAUF. Personne, à qui penser lentement Paris Nord, c'est un peu le nord, de l'enfer, le petit maigre nègre, qui vide, bêtement, ses yeux noirs, sur la chiotte, du cuivre katangais. Sonny Laboutancy. Si cette citation de Sonny Laboutancy figure en exergue et à titre de point de départ de mon voyage littéraire à Lubumbashi, c'est qu'elle explique aussi mon intérêt pour la vie littéraire de cette ville, analogue à certains égards à celle de Brazzaville dont je suis sans doute plus familier. Car ici, à notre point d'arrivée, on retrouve la même transgression chez un jeune écrivain du cru comme Fiston Nasser. Et mon corps grouillant la nostalgie de poster, salir mon froc, transgresser. Poster égale se délester égale évacuer égale télécharger égale libérer sous caution égale déféquer égale chier. Et pour ne pas sombrer dans la bêtise ou paraître moins grossier, disons grand besoin ou même transfert, pourquoi pas Western Union. Comme le cuivre katangais, pour le Brazzavillois, le transfert d'argent forcément sale, figure la marque scatologique du bas pays de l'écrivain lusois. D'où la question primordiale que semblent poser ces deux écrivains congolais. La ville-pays, est-elle tombée si bas dans l'abjection et la bêtise occidentale, western, qu'elle suscite à présent le mal du pays? Et cette nostalgie rêve-t-elle d'un âge d'or, de cuivre en l'occurrence, sans transfert ni mélange d'une négritude primitive, non polluée par la mine? Le cuivre serait-il le péché originel de cette ville, aussi bien son filon que son guignon? Cette question du primitivisme, nous allons donc la croiser au cours de notre déambulation dans le chronotope de Lubumbashi. Elle en constitue même le fil rouge qui relie la littérature coloniale aux écrits des contemporains lusois, la feuille de route pour la guerre du cuivre, voire en l'occurrence, le chemin de fer qui guidera notre choix de citation. Elle est posée en termes particulièrement exemplaires par Maurice Bedel, un écrivain français qui séjourne à Élisabethville en 1948. La matinée chez le peintre Romain Desfossés, qui, dans le quartier le moins cuivreux d'Élisabethville, a ouvert une école d'art indigène où il enseigne à ses élèves noirs d'ignorer l'art européen et de ne chercher leur technique et leur inspiration que dans la tradition de la forêt et du village. 5 élèves sont au travail dans le vaste atelier encombré de masques, statuettes de fétiches, poteries, tambours de tam-tam. Romain Desfossés, apôtre français de la sincérité, ami des Noirs, vit là tout à la mission qu'il s'est donnée. Penchés sur la feuille où ils évoquent la brousse et ses animaux, la rivière et ses poissons, les fleurs des lianes et les cases familiales, protégés par la vigilance de leur ami contre les feintes de la perspective et les supercheries du raccourci, ces hommes sont venus à la peinture comme ils allaient au chant et à la danse, dans le désir d'exprimer le plaisir du regard, la joie des yeux. Ilunga peint les poissons de sa rivière et comme il est pêcheur et qu'il honore les bêtes prises dans ses filets, il les figure nageant dans les airs et bien au-dessus de l'eau afin qu'elles soient vues en beauté. Bella, lui, peint au petit doigt, il peint à fine touche les arbres, les fleurs, les femmes, il est le pointilliste, le signac du groupe. Hier, musique des Noirs, aujourd'hui, peinture de ces mêmes Noirs. Il n'en faut pas davantage pour m'attacher à ce Congo qui, jusque-là, ne me chantait ni m'attrayait. L'école de peinture créée par ce premier apôtre français de l'authenticité africaine est elle-même dépeinte par l'écrivain français comme une bulle esthétique où se préservent les racines traditionnelles villageoises, à l'écart des miasmes cuivreux de la ville moderne. C'est précisément sur cette acception péjorative et dysphorique de la modernité urbaine, dans ce proto-stéréotype de discours primitiviste condensé ici dans l'adjectif cuivreux, que l'on voudrait d'emblée mettre l'accent avant de revenir plus tard, plus longuement sur son auteur, quand viendra son heure. C'est en effet dans l'ordre chronologique que nous tenterons de mettre en perspective les divers regards sur le comment vivre dans la ville du cuivre,
Point de vue d'abord étranger, puis interne à mesure que la plume est reprise par les habitants du lieu, que l'on passe de l'Eldorado exotique à l'El-Shabado autochtone. Ce sont autant de visions ambivalentes qui oscillent entre des points de vue opposés, dont le stéréotype se fige en mythologie. Aussi, au lieu de reprendre l'opposition tranchée entre enfer versus paradis, préférera-t-on suivre le mythe hésiodique et païen des différents âges, d'or, de bronze, de fer, celui du cuivre Shabbat se déclinant ici, se dégradant, dans tous ces métaux issus du minerai, pour finir dans l'énonciation vernaculaire par ce par quoi il a commencé, l'âge de la pierre. Feuilletons l'album de la condition cuivreuse, de l'Élisabethville coloniale au Lubumbashi contemporain. L'âge d'or de Eville dans les années 30. Paradis cosmopolite ou mythe aveuglant ? Au début des années 30, un écrivain anglais voyageant en Afrique de l'Est est contraint de se dérouter en Afrique centrale, de prendre un train vers une destination écartée de son itinéraire prévu. Le train arriva à 10 heures. Le wagon était plein de moustiques. Il n'y avait pas de moustiquaire, impossible d'ouvrir les fenêtres qui étaient bloquées, les banquettes étaient dures et extrêmement étroites. 2 Grecs mangèrent des oranges toute la nuit. Ce fut dans ces conditions que je voyageai jusqu'à Élisabethville. Par contraste avec ce voyage éprouvant, cette ville lui apparaît comme un havre de paix et de confort, une oasis de villégiature intellectuelle et culturelle. En fait, Élisabethville n'a rien à voir avec ce cauchemar. Les 2 journées que j'y passais furent paisibles et très agréables. J'y arrivai tôt dans l'après-midi, le lendemain du jour où j'avais quitté Bukama, et j'y restai jusqu'au mercredi soir. J'étais installé dans un hôtel tenu par un ancien officier de cavalerie, qui avait une belle moustache. Les vins étaient corrects, les cigares étaient bons et la nourriture excellente. Il y avait une grande pièce fraîche où je pouvais travailler, et une salle de bain très propre. En ville, je trouvai une librairie et un cinéma qui passaient d'excellents films. La seule chose cauchemardesque fut le bouleversement de mes projets, mais j'avais été si souvent contraint de les modifier au court mois écoulé que j'avais cessé de les juger définitifs. Entre-temps, je travaillais, je me reposais, et je jouis du confort et de la tranquillité d'Élisabethville. Comme ces retrouvailles avec le luxe sont réconfortantes. De ces premières impressions qui se dégagent de ce court séjour, reste l'image d'une culture de loisirs dorée limitée à la civilisation européenne qui semble s'être transplantée ici comme par miracle, sans contact avec le milieu indigène, sans même une mention pour le caractère minier de la ville. L'âge d'or brille d'une pureté sans mélange avec le cuivre, sans attache avec un avant ou un après l'Eldorado. Un roman donne une même image d'excellence de la ville, par comparaison avec les capitales voisines de l'Empire britannique. Il s'agit d'Exil africain d'Albert Russo, qui puise à des sources autobiographiques, composées de 3 récits personnels, Sandro le mari, Florence la femme et Kanza le fils adoptif. Il raconte la vie d'une famille de migrants implantés au Katanga dès avant la guerre. Dans le carnet de Sandro qui ouvre le roman, la capitale du Katanga où il rencontre sa future femme est présentée comme la rivale heureuse de Salisbury. Elle s'appelait Florence et venait de quitter sa lointaine Rhodésie du Sud avec l'intention de passer des vacances au Congo belge, ses toutes premières d'ailleurs. Elle venait de Salisbury, la capitale de son pays réputée pour ses jardins à l'anglaise, son cricket, son excellent climat et ses airs modernes de petite métropole américaine car les premiers buildings commençaient à pointer leur nez dans l'azur de son ciel. Mais bien que plus petite, les villes avaient, elles, gagné le surnom de Paris subtropical, appréciée autant pour l'élégance des belles évilloises que pour sa cuisine franco-belge et pour son intense vie nocturne, inexistante à l'époque chez les Britanniques, même en Afrique, où chacun rentrait chez soi à la fermeture des commerces. Cependant, quand le lecteur accède au 2e récit, celui de Florence la Rhodésienne, le point de vue s'inverse. Au début, mes parents refusèrent de rencontrer Sandro. Il avait tout contre lui. Non seulement c'était un étranger, mais il habitait une colonie qu'ils considéraient comme très primitive par rapport à la leur, et de surcroît il n'était même pas chrétien. Je ne sais lequel de ces 3 défauts les dérangeait le plus. Page 124. Vue avec condescendance depuis l'Empire britannique à son apogée, la petite ville belge d'Élisabethville reste une bourgade forcément primitive, et ce primitivisme sans nul doute un défaut irrémédiable. La frontière géographique relativise déjà l'intangibilité de l'âge d'or. La distance historique accentue cet effet relativiste.
En comparant la situation déplorable des Lusois postcoloniaux à celle des Évillois d'avant-guerre, David Kanza, dans Journal qui clôt le roman, introduit enfin la dimension minière et géostratégique de la ville en son âge d'or. Il y avait, je le rappelle, l'Union minière, un État dans l'État qui extrayait le cuivre mais aussi nombre d'autres minéraux essentiels et qui s'enrichissait formidablement. Avec la différence par rapport à aujourd'hui, que ses employés, congolais pour la plupart, en tiraient également profit, jouissant des avantages de logements en dur dotés d'eau courante et d'électricité et surtout de conditions sanitaires récentes ainsi que l'éducation primaire pour les enfants. Ce Congo produit également à l'heure actuelle du coltan ou or gris, minerai indispensable à la fabrication des millions de téléphones portables et autres matériels électroniques qui circulent de la terre. C'est ce coltan que les Congolais de tout âge arrachent à la terre du Kivu à la sueur de leur front pour des salaires de misère, en y laissant souvent leur santé et parfois leur vie. Mais ici aucune règle, aucune loi ne les protège des prédateurs, aussi bien africains qu'étrangers, occidentaux ou asiatiques. Mais replongeons-nous dans le passé, à l'époque où le Kivu et le Rwanda-Urundi limitrophes, où nous résidions alors, ressemblaient encore au paradis, même si ce n'était qu'une illusion. Page 186 à 7. Comparé en effet à la loi de la jungle qui règne dans tout l'est du Congo, les temps révolus de l'union minière peuvent paraître a posteriori comme un paradis perdu, y compris pour les ouvriers indigènes qui semblaient préservés de l'actuelle guerre du cuivre. Ce minerai éblouissait tel un bienfait de la colonisation, brillait telle la manne de mémoire biblique relativement aux fléaux qui se sont depuis abattus sur cette région en proie aux guerres mondiales africaines. Si les seuls paradis sont bien ceux que l'on a perdus, Proust, on dira de même que cet âge d'or n'apparaît comme tel que parce qu'on l'a définitivement quitté depuis que la mine des temps modernes s'est ouverte comme la boîte de Pandore. La nostalgie pour l'âge d'or du cuivre se nourrit des maux des âges consécutifs, qu'ils soient d'airain ou de fer. Mais le ver n'était-il pas déjà dans le fruit ? La mine, un terrain déjà miné ? L'âge d'airain pour un missionnaire culturel français à la fin des années 40. Où est l'Afrique ? L'auteur de Tropique Noir, Maurice Bedel, ne nous est pas autrement connu que par la traditionnelle liste des ouvrages du même auteur que son éditeur Hachette a placé en tête de ce dernier. Plus d'une vingtaine de romans et d'essais publiés entre 1927 et 1949 à la NRF ou chez d'autres éditeurs prestigieux, suffisent amplement à donner l'image d'un écrivain aussi prolifique que reconnu en son temps. Les deux derniers, Destin de la personne humaine, 1948, et Problèmes humains du droit d'auteur, 1949, lui conférant d'ailleurs cette aura humaniste supplémentaire qui a dû contribuer à investir d'une mission culturelle en Afrique noire d'où il rapportera son dernier livre. Voici comment il présente celui-ci en même temps que celle-là. Les pages qu'on va lire ne sont pas extraites d'un journal d'un flâneur, du carnet de route d'un touriste en quête de scènes et de tableaux dont il sait qu'il obtiendra de quoi étonner et même stupéfier ses amis à son retour en Europe. Elles ne sont rien autre que les notes prises au jour le jour durant une mission de conférence que l'Alliance française m'avait chargée d'accomplir en territoire français, belge et britannique de l'Afrique tropicale, et de poursuivre jusqu'aux îles de l'océan Indien. Ce sont là les éphémérides d'un voyage de travail. En les publiant, je n'ai pas le dessein de donner une œuvre littéraire. L'ambition affichée ici par Maurice Bedel est si violemment dénégative et si nettement limitative, qu'elle ne peut s'empêcher de faire songer aux œuvres des touristes illustres qui l'ont précédé et dont il cherche à se démarquer. Voyage au Congo de l'écrivain André Gide ou encore Terre d'ébène du journaliste Albert Londres. À ces voyageurs sans doute trop critiques pour l'œuvre de la France et qui n'ont donc pas droit de citer dans son œuvre, notre missionnaire culturel préfère tous les obscurs chargés de mission qui s'en vont, emportant dans leur bagage 10 siècles de pensée française, et qui savent répondre aux désirs des centaines de milliers d'étrangers qui attendent d'eux les messages d'une pensée dont ils nourrissent le meilleur de leur entendement. Ils préfèrent rendre hommage à ceux qui depuis près de 3/4 de siècle et pour le seul honneur de servir leur pays, ont donné à l'Alliance l'éclat d'un phare spirituel. On aura compris que Maurice Bedel peut être considéré comme le précurseur d'une francophonie militante et à laquelle, selon la formule qui conclut son exorde, n'est étrangère nulle cinétique des prestiges de la France. Le voyage commence le 14 octobre 1948 et se termine le 27 janvier 1949, soit un tourbillon de santé quelques jours, page 251,
sans que jamais ne soit mentionné le quantième de l'année, cependant sa place historique ne fait aucun doute. Tropique Noir paraît en 1950, au moment même où se met en place l'Union française dont M. Bedel était sans doute chargé d'annoncer la bonne nouvelle au moins pour le volet culturel. Aussi n'est-il pas étonnant que celui-ci, venant de Brazzaville, capitale de la France libre, à peine débarqué le 28 novembre au beach de Léopoldville, note tout de suite avec emphase sa déception de découvrir une autre Afrique, urbaine et moderne et non plus villageoise et comme vierge. Mon enthousiasme africain est sérieusement touché, s'effondre. Impression de sortir d'un rêve qui m'a promené à travers une Afrique de forêts vierges et de tam-tam, et de m'éveiller à la réalité d'une Europe industrialisée. C'est que le Belge a transporté ici sa Belgique, alors que le Français a tâché d'adapter sa France au décor et au climat de l'Afrique. Triste aspect de ces alignements de cabanons sortis par dizaines d'un moule à béton et qui, dans les quartiers neufs, sont posés sur le sol d'un terrain désespérément nu. Au noir de la forêt, noir des cases de palme à l'ombre des parasoliers. Je souffre pour vous, et plus j'en suis sûr que vous n'en souffrez de cette atteinte à vos naturelles habitudes. Quoi qu'en pensent les hygiénistes et les sociologues, il semble qu'il y ait dans ces alignements un manquement au respect dû à la personne humaine. Une fois encore, je me demande où est l'Afrique. Page 99 à 102. Cette interrogation rhétorique est essentielle, en ce qu'elle repose sur le postulat essentialiste et dualiste d'une Afrique éternelle, authentique et anhistorique que la colonisation belge aurait souillée et avilie par les implants d'une modernité étrangère. Notre voyageur n'aura de cesse de la trouver confirmée à l'étape d'Élisabethville où le luxe américain, et donc indigne de l'Afrique, est symbolisé par celui du cuivre tout-puissant et omniprésent. Aérogare de luxe, pour parler américain, restaurant de luxe, auto de luxe, tout indique en ce lieu d'atterrissage le solide établissement d'une puissance industrielle. Et remarquez, dit mon hôte, que la voie où nous roulons est faite de pavés de cuivre ou plus exactement, d'agglomérés de scories où figure un pourcentage de cuivre supérieur à celui de bien des minerais. Oui, je suis au pays du cuivre, au pays de l'union minière, en une ville construite dans un esprit de magnificence et où on a l'impression que toute chose est tenue de manifester la gloire de l'industrie du cuivre. L'Africain, rien qui saute aux yeux. À cette Afrique dénaturée par le cuivre s'oppose immédiatement l'Afrique naturelle qui perce le sol, paraissant résister à l'emprise industrielle, foncièrement étrangère à l'Afrique. Pourtant, ces singuliers monticules, ces hauts tertres d'argile roussâtre qui s'élèvent de tout terrain non encore construit. Des termitières, de monumentales termitières de 4 à 5 mètres de haut, certaines hérissées de clochers et de clochetons, d'autres coiffées d'arbustes. Point de doute, c'est l'Afrique. Même contraste brutal entre les heureuses retrouvailles avec l'homme primitif au musée, et la chute dans les usines de l'homme moderne. Passer de longs instants au musée du Katanga dont le directeur, le docteur Kabu, me met en main des pierres taillées remontant à la fin du tertiaire. 1 million d'années. Était-ce déjà l'homo sapiens qui taillait ces pierres? Ou bien quelques préhominiens en voie de devenir hommes? Je ne me lasse pas de les tourner en tous sens, de placer mes doigts dans les creux et sur les reliefs où se posèrent les doigts de l'ancêtre. Moins de plaisir, hélas, à visiter ensuite la fonderie de cuivre de l'Union minière à Lubumbashi. La vie dans les termitières est tout de même moins pénible qu'elle n'est dans les usines des hommes, bien que, sur le plan moral, l'une vaille l'autre. Réflexion qui étonnerait bien l'ingénieur enthousiaste, dont j'écoutais les savantes explications pendant la visite. Page 107. Cette figure dysphorique de l'ingénieur se trouve un peu plus loin opposée aussi bien à celle de l'entomologiste, le bon savant dont la science désintéressée s'intéresse à la nature animale et africaine, qu'aux artisans du cuivre, qui en sont les véritables artistes. Retapé par les conversations que j'ai eues d'abord avec l'entomologiste Cédel dans son vivarium où nous étions entourés de caméléons, de lézards, de reptiles, de chenilles à grands ornements de poils, ensuite avec le frère du RP La Morale chez lequel j'entends enregistrer sur disque d'admirables chants des Noirs du Congo, celui des pagayeurs du Tanganyika, celui des artisans du cuivre avec invocation aux esprits du brillant métal. Me revoilà pour un instant en Afrique. Page 109. Cependant, tout en restant dans le schéma dualiste et antimoderne, la métaphore de la cité des termites, dès lors qu'elle file dans le monde humain, en vient à inverser les valeurs humanistes. La termitière primitive, une fois muée en cité moderne,
laisse planer la menace socialiste, spectre à venir de la lutte des classes. Parti hier soir d'Élisabethville par autorail. 140 km de savane arborée. Traverser un monde de termitières élevant leurs cônes démesurés dans des bocteaux, d'un aspect tout européen. La voie de chemin de fer, par moments, traverse de profondes tranchées taillées dans les cités mêmes des termites. Un empire puissant étend depuis des milliers de siècles sur ce que les hommes appellent la Rhodésie et le Katanga, un système de société communiste riche de leçons, riche aussi de tragiques exemples. La nuit est venue lorsque j'arrive à cette autre puissante termitière qu'est Jadoville. Cheminées d'usines, fumée, martèlement, montagnes de scories, cités ouvrières, tout y est fait pour détourner ma pensée de l'Afrique et la conduire vers la tragique menace de la société mécanisée socialiste. Mais à peine troublée par la métaphore filée de la termite à l'ouvrier, la rupture rassurante entre la mauvaise culture blanche, belge, et la bonne nature africaine noire se trouve retombe dans ces ornières binaires. Heureusement, lorsque le boy ouvre les pièces de la case où je vais loger, un long serpent noir lové dans un angle du cabinet de toilette me rappelle à la réalité africaine. Cette intrusion de l'animalité africaine dans la case moderne prélude à une rêverie sur le paysage certes réel, mais revue et corrigée par un homme de culture qui en appelle au mythe de Faust. Du jardin qui enveloppe ma case, c'est la maison des hôtes de l'Union minière. J'aperçois par-delà les usines un paysage de collines boisées. Sous ces arbres dont la masse serrée couvre le pays d'un velours calme, dort le cuivre, dort le cobalt, dort l'uranium, dorment les forces mauvaises que l'apprenti sorcier est allé sortir de son sommeil. Pourtant, le moraliste cède à l'esthète. Pour la première fois, M. Bedel paraît ici se laisser séduire par l'éclat du cuivre, produit du travail qui transforme doucement la force mauvaise du minerai brut en solution cuivreuse et en feuilles, solubles dans la littérature. Il me faut répondre aux invitations et aller arpenter les ateliers d'électrolyse du cuivre, d'électrolyse du cobalt. Ravissantes ces plaques qui, par centaines, descendent dans des cuves où elles baignent en de cuivreuses solutions et sur lesquelles doucement le métal se dépose. Les ponts roulants qui vont cueillir les groupes de plaques, les bains par lesquels passent ces plaques, la façon dont les ouvriers, noirs bien entendu, détachent les feuilles de cuivre auxquelles l'électrolyse a donné naissance, toute cette activité se développe sur un rythme mesuré où les mouvements verticaux et les latéraux se marient dans une élégance de grand style. Ce qui lui permet aussitôt après, de hiérarchiser les forces mauvaises, autant celle du cuivre est domesticable, soumise aux arts et métiers de l'homme industrieux, autant celle de l'uranium est brute, non civilisable et indomptable par l'apprenti sorcier. Pour l'uranium, il est là dans son minerai d'un jaune malsain, derrière une glace épaisse, bombardant de neutrons l'indiscret qui penche vers lui sa curiosité, caillou morne et sans éclat, engourdi, replié sur son apparente inertie. Tout de même, il me faut bien saluer en lui le maître actuel de la destinée de l'homme, le maître du monde. Je remarque que le minéralogiste que me le présente parle à voix presque basse, soit par respect, soit par crainte inconsciente d'éveiller le dormant. Enfin, c'est un fruit tropical par excellence, la mangue, qui tombant comme un signe miraculeux au beau milieu des réflexions éthiques et esthétiques du voyageur humaniste, vient balayer ses doutes et le réconcilier avec ses goûts simples et sans malice. Une mangue mûre à point tombe du manguier dont l'ombre pénètre par la baie devant laquelle j'écris. Je vais la recueillir et je me régale de sa chair mi-melon mi-abricot. Plus de cuivre, plus de cobalt, plus d'uranium et plus de berry-berry. Un homme retrouve son droit au parfum et aux saveurs, aux couleurs aussi, non à ces teintes sournoises des minerais de la mort, mais aux francs coloris des fleurs, calices de l'amour. 113 à 116. Comme quoi, le Katanga pourrait être un paradis si les hommes n'en faisaient un enfer. Et ces hommes qui sont venus mettre le ver dans le fruit en important et imposant la loi des reins, du cuivre, au naturel, ce sont forcément les Belges, comme le martèle M. Bedel à la fin de son étape au Katanga. Je vais ensuite par la ville, éberlué du soin avec lequel les colonisateurs belges se sont appliqués à créer un climat belge dans le climat du Katanga, réussissant à entourer leurs maisons belges de jardins belges fleuris de delphinium, de thlaspis, d'ancolis, de fritillaires et de salpiglossis tout comme avenue de Tervuren à Bruxelles. Je passe et repasse devant les vitrines des bijoutiers, des modistes et des lingères, devant les brasseries et les restaurants, je pénètre dans L', Hôtel Léo II où je parlerai ce soir pour la 3e fois,
J'entre chez les libraires, les épiciers, les confiseurs, cherchant en vain un signe, une note, un rien qui me rappelle que je suis chez les Balamba, à plus de 1000 km au sud de l'équateur. Je pénètre dans une pharmacie. Un gros câble coupe l'officine en deux dans le sens de la longueur. Je m'informe. Mais voyons, c'est pour empêcher le contact entre les indigènes et nous. Suis-je en Caroline du Sud, en Géorgie, en Louisiane? Non, je suis en Afrique belge. 119. L'âge d'argent pour des reporters français avant l'indépendance. Qui s'occupe de son esprit? 10 ans après Maurice Bedel, Pierre et René Gosset, un couple bien connu d'écrivains-reporters, séjourne dans la plupart des pays d'Afrique subsaharienne. De ce voyage, ils feront la matière, plus documentaire que narrative, d'un livre publié en 2 volumes, L'Afrique, les Africains. Le second est consacré pour une bonne part au colosse africain que représente le Congo belge. Sur un registre moins personnel et plus objectif que leurs devanciers humanistes, on retrouve bien les mêmes interrogations, réflexions et lieux communs autour de la modernité industrielle du pays, bienfait ou malédiction? Les auteurs commencent par rappeler le scandale géologique du pays, où tout minerai est convertible en signe monétaire par le commerce traditionnel comme par le big business d'aujourd'hui. La vraie fortune du Congo est faite de tous ces minerais bien moins spectaculaires que l'uranium, dont la découverte a commencé par la malachite, cette chose dont les Français font des bagues et les Allemands des baignoires. Le minerai vert, les indigènes le fondaient, eux, depuis toujours pour en faire des croisettes qui leur servaient de monnaie. À l'étain, au zinc, au cuivre qui suivirent, se sont ajoutés tous les nouveaux venus réclamés par la production des alliages durs, des moteurs à réaction, des turbines, des fusées, tous les tungstènes, wolfram, cobalt, manganèse dépassés eux-mêmes par les tantalum, cadmium, colombium et senghirites diverses. Telle est la richesse du Congo belge. Et cette richesse congolaise que gère le gouvernement, c'est l'union minière qui l'a produit ici, 121. Au début, pour le visiteur qui débarque à Léopoldville, le cuivre n'a rien qui le distingue des autres, c'est de l'argent. Ce n'est qu'arrivé sur les lieux du cuivre qu'il en saisit la spécificité par ses effets capitaux. D'abord sur le style d'urbanité. Physiquement, on le sent tout de suite en arrivant à Elisabethville. Il y a entre cette ville et Léo toutes les différences, toutes les antinomies, tous les antagonismes. Autant Léo est tropicale et n'y peut rien, autant Yville est européenne et s'entargue avec insolence. L'une est cité de gouvernement et de négoce, l'autre est ville d'industrie et se veut intellectuelle. L'on n'y fait pas partie du club si l'on a quelques degrés universitaires, mais comme on ne fait pas partie non plus de l'union minière sans fournir une identique référence. En fin de compte, l'existence y est tranquillement parce que de manière écrasante, dominée par l'industrie qui règne en vieille maîtresse tyrannique sur cette ville. Le rythme de la vie y est gouverné par les sirènes de l'union minière. Mais c'est surtout physiquement, dans l'aspect matériel quotidien que la condition cuivreuse a marqué la ville de ses signes extérieurs de richesse. L'étrange est que cette ville où tout dépend de la mine n'a rien de la laideur d'une cité de mineurs. Elle s'arrange même pour être charmante dans ses cottages éparpillés, au long d'avenues ombragées de jacarandas. Mais à chaque pas tout y remémore le cuivre. La terre est ocre, les artères sont pavées de cuivre, des dalles faites de résidus de la mine, et la difficulté est d'y trouver du terrain à bâtir dont la teneur en minerai ne soit pas trop élevée. La cathédrale a un toit de cuivre. Et c'est l'union minière qui, chaque dimanche, y appelle elle-même pour plus de sûreté les fidèles à la prière faute de pouvoir les appeler comme chaque jour au travail. Elle a en effet fondu et offert les cloches. Si l'enfer est pavé de bonnes intentions, ce nouvel Eldorado l'est de cuivre sonnant et ce métal omniprésent imprègne tant la vie des habitants qu'il leur est devenu une obsession, une raison de vivre, une foi de martyr, bref un habitus qui les assujettit totalement et ne leur permet aucune distance critique, aucun humour. Sur les pelouses de ce délicieux lit d'eau, au bord de la claire piscine aux eaux fraîches, comme ignorer la présence obsédante d'une cheminée proche, gigantesque, la raison de vivre de tous ceux qui sont ici? Au lieu de tenter de l'ignorer d'ailleurs, il se trouve toujours quelques benets pour vous dire d'un ton révérencieux, avec une allégresse de chrétien jeté au lion. 150 mètres de haut. La troisième du monde. Qu'est-ce que vous en dites? Nous lui disons que sa cheminée nous fait penser au chapeau de Gessler, mais après y avoir donné quelques réflexions, il nous avoue que franchement non, il ne voit pas le rapport.
Comme M. Bedel avant, les reporters sont frappés par le gigantisme des termitières omniprésentes dans le paysage, mais non pour opposer la sagesse de la nature africaine à l'hybris industriel des hommes blancs. Les deux mondes participent de la même verticalité industrieuse, du même vertige monstrueux qui sacrifie tout, nature et culture, au progrès industriel. Nous voilà embarqués en voiture sur une route poussiéreuse au bord de laquelle pullulent les termitières géantes. Depuis que nous sommes à Yville, nous avons déjà effectué plusieurs plongées dans les entrailles de la mine, mais c'est enfin à Jadotville que nous verrons à nu le vrai visage de cet empire industriel, fabuleusement concentré dans un univers fantastique de puits de mines, d'ascenseurs, d'excavateurs, d'usines, de ponts roulants, de concentrateurs, de fours électriques, d'ateliers d'électrolyse, de locomotives et de trains de minerai, de lignes à haute tension, de coulées de métal, d'âcres fumés, de grues géantes, de milliers d'apostrophes. Ouvriers noirs en salopette. Nous nous épuisons une journée entière à sauter, botter et casquer, d'un ascenseur dans un autre, encore moins abrutis du tonnerre des fours grondants, du martèlement des concasseuses que de l'accumulation des détails techniques, water jacket, cathode, acide sulfurique, seignérite, tobernite, pêche blande, que de l'avalanche de chiffres. Tous monstrueux les chiffres. Cette roure africaine en réduction, ce serait donc le nouveau visage de ce continent, celui que nous pressentions? Le visage de l'Afrique de l'an 2000? S'il en est ainsi, il faut rendre cette justice aux Belges, ils l'ont compris avec 50 ans d'avance. Ils ont aussi compris que le filon de cuivre est à exploiter à tous les sens du terme. La chance est si insolente ici, et si constante, qu'on se demande parfois pourquoi elle ne figure pas comme un actif dans les bilans de l'Union minière. Exemple, ce Katanga méridional est une simple enclave géographique providentielle dans la Rhodésie, la providence ayant été en l'occurrence en temps utile par les géographes léopoldiens. Or le filon de cuivre de Tipouchi, le plus riche de tous, une fois arrivé à la frontière rhodésienne, au lieu de suivre la pente oblique qu'il avait dessinée jusque-là et de s'égarer de façon déplorable dans la fédération voisine et rivale, arrête net son élan pour rentrer patriotiquement sous terre, presque à la verticale, en territoire belge. Le ton pharisien sur lequel on vous raconte ici ce genre d'histoire. On sent Dieu tellement en dette vis-à-vis de l'Union minière pour tous les bienfaits qu'elle prodigue en son nom, qu'on se demande vraiment s'il pourra jamais s'en acquitter. Il fait ce qu'il peut. Mais comment la manne de ces bienfaits divins sont-ils redistribués aux travailleurs congolais? Nos enquêteurs s'en inquiètent enfin à la fin de leur reportage, constatant que le bienfait ne donne lieu qu'à bienfaisance. Voyez, nous dit le médecin en éparpillant ses fiches sur la table, depuis qu'ils travaillent chez nous, ils ont tous engraissé. Tous. Eux s'esquivent au plus vite, en fixant sur nous l'œil rond, placide du bétail bien nourri. Politique inattaquable sur le plan patronal, inattaquable sur le plan social. L'ouvrier noir de l'Union minière est le mieux logé, le mieux alimenté, le plus sain de tous les mineurs d'Afrique. Mais politique de haras tout de même. Nous voyons bien son patron s'occuper de son corps, le missionnaire s'occuper de son âme. Qui s'occupe de son esprit? Pages 127 à 8. À cette question primordiale, déjà posée presque dans les mêmes termes par son devancier français, est opposée ici la même fin de non-recevoir culturaliste. Doucement, nous rétorquons doucement. Il y a 50 ans, ces gens-là vivaient encore dans les arbres. Ils ne connaissaient pas la roue, ni le levier. Ils n'avaient pas inventé la charrue, ni imaginé que le lait puisse constituer un aliment. Ils n'ont pas trace de civilisation quelconque dans leur passé. Pages 129 à 130. Pour montrer le contraire, et non pas le dire, car il ne s'agit pas de reprendre les présupposés d'une guerre de civilisation qui n'aura pas lieu, les écrivains lusois vont exploiter à leur tour mais à leur manière la des veines cuivreuses, trace de leur passé dans le présent post-indépendant. L'âge de fer pour les écrivains lusois postcoloniaux, et que suis-je maintenant? Ils reprennent en effet la thématique coloniale du cuivre ambigu, mais comme on développe un ancien négatif photographique pour en faire revivre le grain noir à la lumière de leur subjectivité, de leur historicité. De ces temps de la chute, de l'âge du cuivre dans l'âge du fer, contentons-nous de citer ici quelques bonnes feuilles jaunissantes, sans commentaire car ces textes parlent d'eux-mêmes. Revivant tous, sinon d'une même voix, l'imaginaire sous la condition post- ou ex-cuivreuse. Voix de la malédiction. Le train redémarre, la capitale n'est plus qu'à quelques heures. À travers les fenêtres, on voit la petite ville défiler.
Les maisons des travailleurs s'alignent avec esthétique. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.